Salut Nessa la danse, je suis très heureuse de vous retrouver avec Julie. Julie, en fait, en faisant mes recherches pour préparer l'interview, j'ai découvert que c'était un nom de scène que tu avais parce que c'est pas les mêmes noms à l'Eurosun sur lequel ils t'ont annoncé. Donc je ne sais plus comment t'introduire. Comment je dois t'appeler. Ouais. Bah alors, en fait, c'est mes deux noms. C'est-à-dire que Cocheté, c'est le nom de mon père et India, c'est le nom de ma mère. Et Ok, j'ai décidé pour mon nom de scène de prendre le nom de ma mère. parfait. C'est pour Donc ça. Julie NDA. Voilà. C'est nickel. J'ai décidé de changer un petit peu le format et de commencer direct pour savoir un peu qui vous êtes derrière les athlètes parce que, bon, vous n'êtes pas que ça. Mhm. Alors, pour commencer, ton signe astro, Lyon. à quel âge tu as commencé à danser? J'ai commencé à 8 ans. Ta meilleure compétition en termes d'expérience. Le Rosson. Ok, donc de 2021, c'est ça? C'est ça. Oh purée, j'ai mon œil qui me pose problème. Ta musique de salsa favorite du moment, du Voilà. moment plutôt. Compliqué. Ma musique, c'est sa favorite. Attends que j'en... euh, alors, je crois que c'est... Attends, je vais devoir préparer à ça. Faut que ça revienne là, un titre. Est-ce qu'elle Ah rappelle oui, que c'est quoi? Trampoline de El Gran Combo. Ok, ah, je la connaissais même pas, je vais pouvoir l'écouter. Mm. À quelle fréquence fais-tu du sport? Est-ce que tu fais du sport à côté de la danse? Alors en ce moment, pas trop, parce qu'en fait, je prépare aussi un concours en ce moment de l'éducation nationale. Ok, Et vu que j'ai déjà un rythme d'entraînement en danse élevé, j'arrive pas en fait à faire du sport à côté. Mais avant, quand je travaillais et que j'avais pas cette préparation et que j'avais aussi moins d'entraînement, j'en faisais à hauteur de 2, 3 fois par semaine en salle. ok. Donc dans salle, tu veux dire genre à Basic Fit ou salle de sport muscu normale? Ouais, voilà, c'est-à-dire un peu de cardio et un peu de renfort musculaire. Ok, je crois que je vais faire un interview comme ça avec mon œil. Est-ce que tu es en couple? Oui, Ok. Le métier que tu voulais faire quand tu étais petite? diplomate. Ok. C'est rare, c'est la première fois que j'entends ça. Ouais, je sais. Ta couleur préférée? Le jaune. Ton film préféré? Vol vert de Pedro Almodovar. Ok. Avec Penelope Cruz. C'est ça. Ton plat préféré? Poulet yassa. La dernière personne que tu as appelée? Ben, mon copain, Ryan. Ta boisson préférée? Boisson préférée, bissap. Jus de bissap. Ok. C'est dans le cliché. Pardon? Ok. Et une dernière question. La salsera qui t'inspire le plus? Ouh, compliqué celle-ci. Mais je vais dire Linda du groupe de Marco. Ferrigno. Ok, parfait. Alors, merci beaucoup. On va pouvoir commencer sur l'interview, peut-être aller plus en profondeur. Alors, je te représente pour ceux qui ne te connaissent pas. Il y a beaucoup de débutants qui nous suivent. Tu as un métier, mais tu es aussi athlète SBK, notamment en salsa. Tu fais partie de la compagnie de Alegria sur Nîmes. Donc, tu fais partie de la Matiagua Team. Et tu es la championne de France de salsa solo 2021 et tu as représenté notre beau pays à l'Eurosong de 2021. Et tu danses C'est en ça. couple. Tu danses en couple aussi. Bah, tu fais pas que ça c'est au niveau des compétitions. Mais Ouais. tu danses aussi avec ton partenaire. Alors, on va peut-être y aller peut-être chronologiquement. Ça a été quoi ton introduction au monde de la salsa? Comment tu t'es trouvé à danser la salsa avant même la compétition? Alors, en fait, donc moi, j'ai toujours fait de la danse enfin, assez jeune. Je faisais du modern jazz, de un peu ce qu'on pourrait appeler en anglais de la danse commerciale, street jazz, et voilà. Et j'en ai fait en compétition quand j'étais jeune, adolescente. Et après, quand je suis arrivée à Paris pour mes études, en fait, j'ai voulu m'ouvrir à d'autres horizons. Et notamment, mes parents écoutaient de la salsa. Et j'aimais bien cette musique. Et donc, à la fac, ils proposaient des cours de salsa. Donc, je me suis inscrite. Et c'est comme ça que j'ai fait mon premier cours. Donc, c'était de la salsa cubaine, avec des étudiants. Et j'ai appris les basiques comme ça.
Et entre ta première fois à la fac et le championnat de France, qui est, je pense, ta seule compétition, non, en palmarès, ou t'en as fait d'autres avant? Oui, en fait, non. Alors, je suis pas sûre d'avoir tout entendu, mais oui, en effet, ma seule compétition en salsa, ça a été celle de la FFD et l'Eurosanois, les deux. Ok, donc toi, première compétition, tu gagnes. Direct, comme ça, il n'y a pas de... Eh ben, on dirait. Et comment tu... Honnêtement, je m'y attendais pas et c'était surtout un challenge pour moi parce que donc voilà, enfin, depuis que j'ai commencé, on va dire, même toutes les danses que quand j'étais plus jeune aussi en compétition, j'ai toujours fait en groupe. Et donc, j'avais fait pas mal de scènes, en fait, hors enfin, en salsa et dans d'autres disciplines de danse, mais j'avais jamais fait de compétition, et notamment en soliste. Et en fait, je m'étais dit, c'était cette année-là, ben voilà, je crée ma choré, je fais mon solo et aval qui passe ça, comme on dit. C'est toi qui as créé ta chorégraphie? Oui. Ok, waouh, ok. Et comment tu t'es retrouvée à déjà savoir, parce que là, alors on va pas dire le nom parce que j'ai pas envie de me faire limiter par YouTube, mais on sortait d'une grosse période pandémique compliquée. Comment tu as Ouais. entendu parler de, parce qu'il y a eu d'autres championnats de France auparavant, mais comment tu as entendu parler de celui-là et comment tu te retrouves ben, sur la scène de la demi-finale et la finale à la bolle à ce moment-là? Tu veux dire comment j'ai entendu parler du championnat? Ouais, comment ça se fait que tu te sois inscrite? Alors en fait, c'est parce que cette année-là, donc c'était ma première année de formation chez Allegria. J'ai été en formation lady, c'est-à-dire juste du lady style, pas en couple. Et en fait, la structure, on va participer au championnat. C'est-à-dire qu'avec le groupe lady, on a participé. Et il y avait aussi le groupe Matiagua, dans lequel je fais maintenant partie de couple, qui y participait. Donc en fait, en sachant qu'on y allait, ben, j'ai demandé au directeur, est-ce que ce serait possible que de moi à côté faire un solo? Et il était d'accord. Et voilà. Mais avant ça, j'avais déjà entendu parler de la FFD parce que avant de quitter la France pour habiter à Londres, je faisais partie du groupe de Calice Sabor. Ok. Et, voilà. Et en fait, avec Alice Sabor, on avait participé, je ne sais plus en quelle date. Donc en fait, non, j'ai menti, c'était ma deuxième compétition parce qu'on avait déjà fait la FFD. Il me semble que c'était en 2016 ou 2017. Et on avait gagné pour les groupes en salsa. Mais c'est vrai qu'à cette époque, c'était encore très embryonnaire. C'était tout style confondu, salsa, bachata, kizomba. Ouais, il n'y avait pas énormément de participants et voilà, donc on avait gagné, c'était on va dire mon premier trophée en team, mais voilà, ma première compétition solo, c'est celle-ci, celle de 2021. Ok. Est-ce que tu te rappelles un peu de ta préparation? Qu'est-ce que tu avais fait? Est-ce que tu allé chercher de l'aide pour créer ta chorégraphie? Au bout de combien de temps de salsa, finalement, tu as fait tes premiers pas en compétition? Est-ce que tu peux m'en dire plus? Ben, ça va dire mon premier pas de salsa vraiment, donc c'était aux alentours de 18 ans. Mais on va dire que je me suis mis à un niveau plus de performeur, compétiteur quand j'ai eu 22 ans. Donc c'est là où j'ai rejoint Cali Sabor et c'est avec eux que j'ai fait mes premières scènes en salsa. Donc de là, je pense que c'était 2 ans plus tard, à 24 ans, où j'ai fait la première compétition, donc là, la FFD. Et, et après, ben, c'est-à-dire que c'est en 2021, donc on va dire 4-5 ans plus tard, où j'ai commencé à, moi, vouloir créer. Et en fait, c'est vraiment ça aussi le challenge, c'est-à-dire que comme je te l'ai dit, fait beaucoup de danse, mais à chaque fois, c'était pas mes créations, c'était être danseur de la création de quelqu'un d'autre. Et comme j'aspire en fait à me professionnaliser dans la salsa en tant qu'artiste, bah, pour moi c'était important aussi de pouvoir créer et faire quelque chose qui me ressemblait et pas juste exécuter une chorégraphie. Voilà, donc on va dire que 5 ans en salsa de manière sérieuse avant de moi créer quelque chose. Ok. Comment tu t'es inspirée, si je peux te demander, pour créer ta chorégraphie? Comment tu t'es aidée? Puisque comme tu l'as dit, il n'y avait pas de solo de salsa ou sur les scènes compétition françaises. Comment tu l'as créé, ce solo-là?
Alors en fait, c'est vrai que donc moi j'ai été exposée via la salsa colombienne euh, à pas mal déjà de shows en salsa où il y avait des solistes, notamment donc quand j'étais à Londres, j'étais dans un groupe où on avait fait une espèce de petite compétition interne à l'école et il y avait des filles qui avaient fait de présenter des solos. Donc en fait, c'est vrai que pour moi, l'image des solistes, c'était un peu l'explosivité à la colombienne, beaucoup d'énergie, etc. De là, en fait, en 2019, j'ai découvert le mambo parce qu'on a participé avec mon groupe donc de salsa à Londres qui s'appelait Los Rumberos. On a participé au PISC. Et en fait, là, j'ai découvert des danseuses que je connaissais pas du tout. J'ai découvert Jessica Quiles, j'ai découvert il y avait Bercy, j'ai découvert Karel Flores. Enfin, vraiment, voilà, c'était une édition incroyable cette année-là au PISC. Et donc, j'ai vu leur solo. Et en fait, j'ai adoré aussi le style mambo. Et en fait, au moment de créer ma chorégraphie, je me suis dit, j'ai envie de m'inspirer en fait de toutes ces influences, c'est-à-dire la salsa colombienne pour le côté énergique, très scénique, le mambo avec tout ce qui est plus body movement, etc. Et dans le flow de la danse. Et aussi, comme je viens au départ d'autres danses, j'ai voulu avoir des petites inspirations flamenco, des petites inspirations samba, comme j'avais fait de la samba au Brésil. Donc voilà, je voulais avoir quelque chose qui me ressemblait. Maintenant, dans mon processus de création, en fait, je suis très... comment on pourrait dire je suis toujours un peu en alerte, c'est-à-dire que dès que je vois quelque chose qui me plaît, je vais le garder quelque part, je vais le sauvegarder sur Instagram par exemple, ou je vais prendre des notes. Et en fait, au moment après où je veux créer, je me remémore un peu tout ça. Et pour avoir en fait des idées de choses voilà, qui me plaisent. Et ensuite, c'est avec la musique, c'est-à-dire que vraiment dans la choré que j'ai fait, et c'est ce à quoi j'aspire, c'est d'avoir vraiment une chorégraphie qui se colle à la musique, on va dire, ça paraît logique, mais disons que vraiment essayer d'interpréter au mieux la musique. Voilà. Merci. Alors là, tu passes de demi-finale à finale. Comment tu as réagi? Tu t'entraînais combien de temps par semaine à peu près? Alors en fait, quand j'avais la formation Allegria, donc je m'entraînais, je pense que c'était une douzaine d'heures avec la formation. Donc c'est vrai que pour tout ce qui est conditions physiques, techniques, etc., ça comptait. Maintenant, à côté, pour mon solo, j'ai dédié, on va dire, je pense, en fait, une demi-journée dans la semaine, c'est-à-dire que comme je travaillais, j'avais la formation le soir. En général, c'était le week-end où je me consacrais à ça. Voilà, ça peut être samedi après-midi, samedi ou dimanche après-midi, des choses comme ça. Alors, c'est vrai que souvent, vu que j'avais peu de moments, je faisais des sessions assez intensives. Je pouvais faire 3-4 heures. Alors, forcément, au début, quand c'est de la création, ça prend plus de temps. Mais même, en fait, à la fin, je me rappelle les dernières semaines avant la compétition, je pouvais faire des entraînements de 2 heures où je refaisais. Voilà, pour essayer d'ancrer le plus possible la Corée, de la performer. Et alors après, c'est vrai que pour cette compétition, ça a été un peu aussi particulier parce que je me suis blessée une semaine avant. Non, peut-être pas une semaine, quand même, 2 semaines avant, où je me suis rompu les ligaments de la cheville, donc ouais, une entorse assez sévère. Et donc, ça a été assez frustrant parce qu'en fait, les 2 dernières semaines, j'ai pratiquement pas pu m'entraîner parce qu'en fait, ça risquait de faire empirer ma blessure. Et en fait, du coup, j'étais contente d'avoir pu, les semaines d'avant, avoir un peu cet entraînement intensif. Et je me suis dit, bon, ben voilà, dans tous les cas, je veux le faire parce que je voulais pas renoncer, même si peut-être que enfin, selon l'avis des médecins, ça aurait été mieux de ne pas le faire parce que forcément, quand on force sur une blessure, elle prend plus longtemps à cicatriser. Mais voilà, c'était tellement un challenge pour moi et je voulais tellement voilà, aller jusqu'au bout du processus que je l'ai quand même fait. Ça a été quoi ta réaction quand tu as gagné?
Ah, mais j'étais scotchée. J'étais scotchée parce qu'en plus, je trouvais qu'il y avait vraiment un bon niveau. Il y avait des choses qui étaient proposées qui étaient originales, qui étaient, voilà, c'était pas forcément dans le même style. Je trouve qu'en fait, ce qui était intéressant aussi avec compétition, et c'est ça qui est aussi intéressant avec la salsa, c'est que bah, c'est une danse qui est variée. Et donc, en fait, les propositions étaient variées aussi. Donc, après, c'était vraiment aussi, je pense, à l'appréciation des juges. Et j'ai été scotchée et j'ai vraiment, voilà, c'était un moment incroyable, surtout qu'en plus, ben, au vu des dernières semaines et de ma blessure, j'étais un peu, voilà, diminuée, donc je me faisais pas de grandes illusions, on va dire. Et notamment, ben, quand ils nous ont annoncé que on ira à l'Eurosong et que pour moi, l'Eurosong, ben, c'est une compétition que j'avais connue en voyant ben, d'autres danseurs, enfin, des vidéos, quoi. Et je me dis, waouh, je vais aller à l'Eurosong. Et ça, c'était le rêve absolu, quoi. Est-ce que tu manges de... On va reparler de la Rawson juste après. Est-ce que tu manges de manière particulière? Est-ce que tu as un accompagnement T'avais un accompagnement en préparation mentale? Voilà. Alors, pas forcément. C'est-à-dire que l'alimentation de base, on va dire que je suis une personne qui aime manger euh, de manière équilibrée. Voilà, c'est-à-dire que je suis pas trop dans tout ce qui est fast-food, nourriture industrielle, etc. Enfin, c'est pas quelque chose que j'aime. Et en plus, ben, de par l'information qu'on reçoit, enfin, quand on s'y intéresse un petit peu, on se rend compte que c'est plus de l'empoisonnement qu'autre chose. Donc, c'est vrai que on va dire, dans mon alimentation, je suis assez, voilà, des produits frais, de saison, cuisinés. J'aime beaucoup cuisiner. Après, je suis gourmande. Donc, c'est vrai que je suis pas dans une diète de filet de dinde, haricots verts tous les jours, loin de là. Mais c'est vrai qu'avec la dépense aussi physique que j'ai avec les entraînements, etc., bah, ça, je veux dire, ça me va bien, quoi. Euh, j'ai pas besoin de faire d'efforts particuliers pour avoir une alimentation, on va dire, trop rigoureuse. Et après, c'est vrai que je prends aussi des compléments alimentaires, mais voilà, de base, hein, tout ce qui est de magnésium, oméga 3, parfois un peu des vitamines en hiver quand je suis un peu fatiguée. Voilà, des choses pour me permettre de ne pas trop accumuler de fatigue physique et mentale. Et pour ce qui est de la préparation mentale, pas vraiment. Alors après, moi, je me suis aussi quand même beaucoup servi de mes expériences, en fait, voilà, passées, notamment professionnelles, parce que je travaillais en finance. Donc, c'est un environnement qui peut parfois être assez stressant, assez intensif, où il faut délivrer, comme on dit, enfin voilà, avec des deadlines, etc. Et en fait, ben, le côté garder son sang-froid, se concentrer, faire les choses, pas lâcher avant que ce soit terminé, bah, c'est des choses que j'ai aussi transposées au sport et inversement aussi des choses du sport aussi que je transpose dans mon environnement professionnel. Mais voilà, c'est plus quelque chose que j'ai forgé avec les années et les expériences. Est-ce que ton entourage, alors j'entends famille, copains, t'as appuyé? Comment ils l'ont fait? Et est-ce que ça t'a aidé jusqu'au jour de la finale? Oui, énormément. C'est-à-dire que alors, j'étais pas entourée, on va dire, de manière proche par ma famille parce qu'ils n'étaient pas avec moi. Mais c'est vrai ils m'ont toujours soutenue dans mes projets en danse. Ils savent que pour moi, c'est important. Ils ont toujours été voilà, derrière moi et à me soutenir, à m'encourager et à me féliciter. Et ça, bah, forcément, ça donne une force enfin, j'avais envie de les rendre fiers. Et après, dans mon entourage immédiat, donc comme j'ai dit, j'étais en formation à Allegria à Nîmes, enfin je suis toujours d'ailleurs. Et c'est vrai que toutes les personnes autour de moi, que ce soit mes amis de formation, les coachs qu'on a, mon copain qui est aussi danseur, ils étaient tous là pour me supporter au moment de de la finale, la demi-finale et de la finale. Ils étaient là pour crier pour moi et ça donne vraiment aussi de la force et de la motivation. Et maintenant, on va faire une accélération dans le temps. Qu'est-ce qui a changé jusqu'à l'Euroson? Comment ça s'est passé, tout le behind the scene? Le résultat, est-ce que tu en étais contente? Raconte-moi.
Raconte-nous. Alors, en fait, c'est vrai que l'Eurozone, ça a été, la préparation de l'Eurozone a été plus compliquée que la préparation du championnat. Parce qu'en fait, j'avais toujours mon travail en finance qui me prenait du temps parce que c'était voilà, un job à plein temps. Je venais de rentrer dans la formation Matiagua où on avait un volume horaire supérieur et aussi j'ai rejoint la troupe des spectacles de Marie Carzorla qui fait des spectacles de danse-théâtre et on avait donc une journée du jeudi banalisée où on s'entraînait toute la journée et en fait comme je faisais une reprise de rôle donc le spectacle Entre deux âmes qui est sorti je crois en juin dernier, ouais, c'est ça, juin 2000, en 2022, mais le spectacle avait déjà été créé depuis toute une année. Donc en fait, c'est vrai que quand j'étais blessée l'été, suite à après la compétition de la FFD, j'ai tout arrêté, j'ai laissé ma cheville se soigner, ça a pris bien 2 mois de rééducation, etc. Et donc en fait, en septembre, je devais faire Matiagua, les entraînements, rattraper le spectacle et la préparation de l'Eurozone et mon taf. Donc, c'est vrai que ça a été assez. J'avais du mal à trouver du temps en fait. J'avais du mal à trouver du temps parce que mes semaines étaient pleines à craquer. Le week-end, voilà, je faisais le week-end, mais j'aurais voulu plus me préparer que ce que j'ai pu le faire, honnêtement. Là où je pense, en fait, sur le moment, je me rendais pas compte, mais en fait, tout l'entraînement que je faisais via la formation Allegria, Matiago et les spectacles, c'est aussi, c'est de la salsa en fait. Donc, pour tout ce qui est entraînement technique, précision, etc., en fait, à mon insu, même si je répétais pas mon solo comme j'aurais voulu le répéter, parce qu'en fait, je pensais même le modifier, rajouter peut-être des acrobaties, des choses comme ça, où voilà, je voulais un peu peut-être l'upgrader et j'ai pas eu le temps de le faire. Finalement, maintenant, quand je vois les vidéos FFD Eurozone, je me rends compte qu'il y a quand même une amélioration technique dans l'exécution. Et ça, j'en suis contente et tant mieux. Et c'est vrai que l'Eurozone, alors la chance qu'on a quand on est champion FFD, c'est qu'on est qualifié directement La finale. pour les finales. Quand je suis arrivée à l'Eurozone, j'avais décidé de m'inscrire en semi-pro, parce que je pense que c'est ce qui correspond le mieux à ma situation, c'est-à-dire que je suis pas amateur, j'ai déjà fait beaucoup de scènes, mais pour l'instant, en tout cas, la danse, c'est pas mon métier. Et donc, en parallèle, je voulais m'entraîner et je me suis inscrite séparément en amateur et en pro pour faire les qualifs. Et c'était super, je pense que c'était une super idée parce qu'en fait, ça me permettait déjà de tester en fait ma réaction face à la foule, face au jury. Et ça me faisait, entre guillemets, 2 entraînements jusqu'à la finale de semi-pro. Et ce qui m'a le plus étonné, en fait, c'est que le niveau est excellent partout. C'est-à-dire que c'est pas vraiment le niveau qui diffère des catégories, c'est vraiment plutôt que en amateur, c'est des gens qui vivent pas de ça, et en pro, c'est des gens qui vivent de ça. Mais et donc en fait, je crois que j'ai passé aucune qualif de ces deux catégories. Il faut dire, il y avait énormément de monde en amateur. Je crois enfin, c'était la catégorie, là où il y avait plus de participants. Je crois que je suis passée à 2 ou 3 places de la qualif pour la finale en amateur, qui était pas mal. En pro, je sais pas si j'ai pas fait un classement de ouf, mais j'étais pas non plus dans les 15 dernières, donc j'étais déjà contente. Et après, donc je savais pas ce que ça allait donner pour la semi-pro parce que voilà, je me qualifiais directement pour la finale. Il me semble qu'on était, je sais plus, je crois qu'on était de mémoire une vingtaine, quelque chose comme ça. Ouais, peut-être un peu moins. Et j'ai terminé septième. Donc vraiment, j'étais contente de ce résultat parce qu'il y avait un niveau incroyable. Encore une fois, beaucoup de variété dans le style, les propositions des danseuses. Et pour une première compétition de ce niveau, je trouvais que septième, c'était un bon classement. J'ai oublié de préciser pour ceux qui nous regardent et qui découvrent le monde de la salsa, l'Eurosun, c'est l'équivalent du championnat du monde de salsa le plus, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui où il y a le plus de niveaux, donc tous les pays, Pérou, Équateur, Canada, États-Unis. Donc c'est pour ça que quand Julie, en tant que Français, quand elle nous dit qu'elle arrive en 2021 à une septième place, c'est face
à tous les pays. Là, c'est Australie. Donc, c'est très beau, en sachant qu'on est une fédération très jeune. C'est un département, c'est un bébé et on arrive. Et en 2021, avec des athlètes qui ont fait le déplacement. Et cette année, mais c'est un autre sujet, j'aimerais que tu nous fasses un point sur le budget que ça prend Alors, le budget. d'aller aller au Lawson, tout simplement. En tant que champion de France, on est extrêmement chanceux parce qu'il y a peu de fédérations qui le font pour avoir des échos d'amis espagnols, etc. On est subventionné, c'est-à-dire que le vol, l'hôtel et les frais pour la compétition sont payés par la FFD. Maintenant, en sachant que c'est une particularité un peu de l'Eurosun, c'est que, alors peut-être que ça changera, mais jusqu'à présent, il fallait être hébergé dans l'hôtel de la compétition pour pouvoir y participer. Je pense que c'est pour des raisons logistiques, parce que c'est vrai que c'est une grosse compétition, il y a beaucoup de monde et que c'est, je pense, déjà difficile à gérer. Donc, ils imposent cette condition en sachant donc c'est un hôtel all inclusive, donc on peut du petit déjeuner au dîner, voilà, piscine. Donc c'est vrai que moi au niveau des frais, eh ben, pour tout ce qui est alimentation, hébergement, voilà, j'ai rien payé. Donc on va dire que le budget est déjà considérablement réduit. Maintenant, ben, ce qui est le plus gros coût que je dirais en tant que compétiteur pour ce genre de compétition, c'est le costume. C'est-à-dire que le costume, après, c'est à hauteur de ses moyens, mais c'est vrai que en fait, en France, comme tu as dit, on est encore en salsa, en tout cas salsa compétiteur, on est plus en retard que certains pays, et notamment en Amérique latine, où ils ont tous des costumes incroyables, faits sur mesure, plein de strass, etc. Il faut dire que bah, chez eux, quand même, la fabrication coûte moins cher. Pour le savoir aussi, quand j'étais dans le groupe de Colombiens, on faisait venir les costumes de Colombie. Euh, quand on veut les faire fabriquer en Europe, il faut compter un budget. À l'époque, c'était avant l'inflation, c'était du 300 et quelques euros. Maintenant, ça peut aller beaucoup plus. Voilà, de toute façon, il n'y a pas de limite, hein. Mais on va dire que pour un costume d'une certaine qualité et à la hauteur de ce qu'auront les compétiteurs, c'est le poste de budget le plus important, le costume. Et après, bon, bah, c'est les chaussures, le maquillage, etc. Mais bon, en tant que compétiteur, si on a déjà fait d'autres compétitions, finalement, c'est quelque chose qu'on a déjà, donc ce serait du complément. Donc voilà, je dirais le costume, en tant que Français, en tout cas faisant partie de la délégation, c'est le plus gros poste. Maintenant, pour des gens qui voudraient participer à la compétition sans être champion de France, ben voilà, il y a tout ce poste-là, le billet pour le Mexique qui doit être entre je pense, 600 euros, l'hôtel, aucune idée du prix, mais je pense que il faut pas compter moins de 400 euros pour la semaine. Voilà, donc après, Ah on oui, commence déjà à être sur du 1000, rien que pour hébergement et vol, quoi. ok. Est-ce que tu as une petite, un truc pour te donner chance avant d'aller sur scène? Tout, le monde- tout danseur, tout athlète a son petit truc. Ouais, ben moi, en fait, je me suis rendu compte que quand je montais sur scène, je pense à mes grands-parents. Pour moi, j'ai un peu cette chose j'avais une relation très forte avec ma grand-mère maternelle. Euh, et après, il y a mon grand-père paternel sénégalais que j'ai jamais connu. Mais qui, je sais pas, j'ai un peu comme, je sens une présence. Et en fait, quand je monte sur scène, je pense à eux et je me dis, ils sont là, ils veillent sur moi, ils m'accompagnent. Oui. Ok. Alors, on arrive tranquillement à la fin. J'aimerais savoir, tu sais que le but de tout ça, c'est en fait, quand tu dis que tu es salsero, il y a encore cette image extrêmement forte partout dans le monde qu'on est un peu ben, c'est sympathique, c'est rigolo, mais on n'a pas encore cette place d'athlète au même titre qu'un footballeur, quelqu'un qui fait du basket, qu'un autre sport en fait. Mm. Mm. En quoi tu peux, toi, confirmer que les compétiteurs sont des athlètes? Qu'est-ce que ça prend comme Alors, c'est sacrifice? des athlètes, c'est sûr, parce qu'en fait, il y a besoin d'un entraînement intensif et sur le long terme. Et pour moi, c'est ça qui définit un athlète, c'est qu'en fait, finalement, que ce soit des gens qui vont faire de la course ou du saut, voilà, enfin n'importe quel sport, en fait, ce que je peux penser, c'est une période courte,
dans la durée, mais qui nécessite des années d'entraînement et une constance, un mode de vie. Et en fait, pour la salsa, c'est pareil, c'est-à-dire que pour 3 minutes sur scène, finalement, sur une chorégraphie, on va s'entraîner 6 mois, mais en fait, ça, c'est la chorégraphie. À côté, il y a l'entraînement, et l'entraînement, c'est des années, et c'est des heures, et le plus, le mieux, en fait. Donc, en tout cas, pour arriver au niveau des champions voilà, de l'Eurozone, par exemple, ça nécessite la même discipline et la même rigueur qu'un joueur de tennis ou de foot. Voilà, après, je ne m'y connais pas assez, mais pour moi, en plus, je pense qu'il y a ce qui fait la particularité de la salsa et de la danse en général, c'est qu'il y a ce côté performance physique avec son corps et aussi artistique. Et en fait, ça aussi, c'est quelque chose qui se travaille dans tout ce qui est l'interprétation, faire ressentir une émotion, etc. C'est des choses qui nécessitent de la pratique. Donc oui, pour moi, les salseros sont des athlètes. Comment tu vois l'avenir de la compétition SBK en France? Mais moi, je suis plutôt positive, c'est-à-dire que je trouve que, on a un engouement pour la compétition qu'il n'y avait pas avant enfin, j'ai l'impression qu'il y avait moins dans le monde de la salsa avant en France, qui était quand même plus autour des congrès, des festivals, ce qui est super aussi parce que c'est l'autre pendant. Enfin, la salsa, c'est quand même une danse aussi de sociale et c'est comme ça qu'elle continue à vivre. Mais c'est vrai que on avait moins le côté compétition et show. Je pense que là, avec enfin, l'influence en fait finalement d'autres pays, les latinos bien sûr, mais aussi maintenant de plus en plus en Italie, en Espagne, on voit qu'il y a des compétitions comme ne serait-ce que Salsa Nama. On a en fait une nouvelle génération de salseros qui veulent combiner les deux, autant être dans le côté social de la salsa, de soirée, de danse, de partage, mais aussi être dans la performance. Et en fait, je trouve que c'est génial parce que c'est comme ça on va avoir des danseurs d'une qualité exceptionnelle voilà, et se mettre au niveau des autres pays. Donc ouais, je suis plutôt positive en sachant que voilà, je connais aussi d'autres compétiteurs qui se produisent dans d'autres compétitions, qui se produisent aussi dans des gros événements internationaux. Et c'est comme ça qu'en fait, on va faire progressivement un effet, enfin, en tout cas, on va de plus en plus inciter les compétiteurs en France avec de la visibilité comme ça. Merci, j'aime beaucoup terminer mes témoignages, en tout cas mes interviews avec nos débutants qu'on n'oublie pas parce qu'il y en a, avant d'arriver en compète, il veut peut-être juste prendre un petit cours tranquille et il se retrouve à regarder 40 minutes d'interview. Si tu avais 3 conseils pour toute personne débutante qui aimerait se lancer dans la salsa, la bachata ou la kizomba et qui aimerait progresser vite, quels seraient tes conseils en tant que championne de France 2021? Alors, mes conseils, premièrement, ce serait déjà de ne pas avoir peur, d'oser. C'est-à-dire que le premier pas est toujours le plus difficile et je pense que quand on commence la salsa comme n'importe quoi, apprendre la guitare, le premier mois, on a l'impression de rien comprendre, d'arriver à rien. Et en fait, c'est dans la constance que les choses se construisent. Et donc, en fait, prendre un cours régulier, ne serait-ce que si c'est 2 heures, 1 heure par semaine, mais en fait le prendre toutes les semaines, au bout d'un an déjà, ce sera plus un débutant. Donc ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose de ne pas avoir peur et la constance. Maintenant, pour progresser vite, ce serait en fait de prendre aussi euh, bah, un volume horaire plus important, mais j'ai envie de dire, en fait, il faut que ce soit à chaque fois qualitatif, c'est-à-dire qu'il faut essayer de comprendre, de ne pas vouloir non plus aller trop vite, parce qu'en fait, on se rend compte qu'en salsa, après, ce qui va pêcher, ça va être sur des basiques, sur des choses, un pas de base, ou en couple, comment apprendre à être guidé, les choses comme ça. Et en fait, finalement, la base, c'est le plus important de vraiment arriver à conscientiser ce qu'on fait en fait voilà donc mon deuxième conseil ce serait
de conscientiser vraiment, d'avoir l'impression de maîtriser comme quand on maîtrise en fait l'écriture, c'est-à-dire que les lettres, on sait les former, et c'est pas de l'à peu près en fait. Ça pour moi, construire des bases solides, c'est quelque chose d'important et ça prend du temps. Mais rien que le fait d'avoir conscience, de se dire, bon voilà, là je fais en sorte de vraiment comprendre, je fais en sorte de vraiment m'approprier le mouvement, d'être appliqué, ben, c'est ça qui fait qu'en fait, dans le temps, on devient enfin, un danseur complet et polyvalent et à l'aise en fait, et à l'aise dans sa danse. Et enfin, le troisième conseil pour moi, ce serait aussi de d'écouter de la musique, en fait, de s'imprégner aussi, je trouve, de la culture salsa. Et c'est vrai que en France, parfois, c'est pas forcément évident parce qu'on n'est pas non plus exposé au monde latino. Parce que moi, en fait, j'ai connu la salsa avec les Colombiens. Et c'est ça aussi qui m'a fait aimer cette danse, c'est de voir en fait leur communion avec la musique, le fait qu'ils comprennent les paroles, savoir de quoi ça parle, de comprendre aussi l'histoire derrière cette danse, les instruments. Enfin, pour moi, c'est quelque chose, le fait de comprendre la danse et les gens autour, ça m'aide à, à l'apprécier. Donc, c'est un conseil aussi que je pourrais donner aux débutants de pas le voir juste comme une succession de pas, mais vraiment comme une culture, un monde et des gens derrière aussi à découvrir. Merci beaucoup, Julie. Comme d'habitude, tous ces réseaux sociaux sont dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à la suivre. Euh, moi, on like, on commente, on me suit pour voir les prochains. Il y a beaucoup de gens qui arrivent, beaucoup de champions. On va tout faire avant le championnat 2023. Moi, tout ce que je peux vous dire, que c'était notre première interview, mais pas notre dernière, parce que Julie, tu fais partie de la team Matiawa Yes. et que ça nous intéresse fortement. Hasta Ok. pronto! Au revoir, merci beaucoup.